Bonjour à tous, à la une de l'actualité, ces bouchons qui vont perturber vos départs en week-end. Alors la journée est encore calme aujourd'hui, orange seulement dans le bassin méditerranéen, mais demain, rouge et noir au programme sur les routes. Il y a 70 ans, plusieurs centaines de milliers de soldats débarquaient en Provence. Un peu plus de 2 mois après la Normandie, 2 cérémonies sont prévues pour commémorer cette journée historique, récit dans ce journal. Il a connu la consécration, mais pendant quelques minutes seulement. Maïeddine Mekissi, après avoir remporté l'or du 3000 mètres steeple des championnats d'Europe d'athlétisme, est disqualifié. Pourquoi ? Parce qu'il était torse nu au moment de sa victoire. Tous les détails de cette folle journée pour l'athlétisme français dans le journal des sports à suivre. Côté météo, les averses orageuses vont lentement régresser vers le nord-est au profit d'un temps plus calme et assez lumineux dans l'ouest. Au sud-est, soleil et vent toujours soutenus, surtout en Corse avec des pointes à 100 km/h. Les températures souvent fraîches ce matin de 10 à 20 degrés. Elles atteindront 17 à 29 cet après-midi, 20 à Paris. En ce jour férié du 15 août, vous êtes nombreux à partir en week-end prolongé. Alors pour l'instant, tout va bien sur les routes. La journée est verte pour Bison Futé, sauf dans le sens des retours sur l'arc méditerranéen. Pour demain, en revanche, ça se gâte. Rouge au niveau national dans le sens des départs et des retours. Noir en Méditerranée. Et du coup, impossible de passer à travers. Les contrôles routiers se multiplient. Maud Rieux est partie pour nous sur les routes. Il sera difficile d'y échapper ce week-end. Les contrôles routiers ont déjà commencé sur les aires de repos et toutes les infractions sont passées au crible. Ce vacancier avait mal attaché sa ceinture et s'en sort avec un simple rappel à l'ordre. Quand on arrive de Bretagne, c'est des vieux véhicules, donc on roule pas vite, on fait pas gaffe, c'est vrai que... Mais je le savais, ma sœur est gendarme. Plus loin, 700 kg de chargement en trop et une remorque à vider. Qui dit vacances, dit bagages parfois trop lourds. Alors tout le week-end, le poids des véhicules sera particulièrement scruté. Vous pesez, on fait issue avant et issue arrière. Alors le risque quand vous avez un véhicule en surcharge, c'est que par rapport aux données constructeurs, le véhicule ne réagisse pas comme il est prévu. Par exemple, sur les distances de sécurité, le problème des suspensions également, qui sont prévues pour un certain poids. Et le troisième gros problème, c'est l'éclatement des pneumatiques. Répression mais aussi prévention sont donc les maîtres mots de ces contrôles portés par une bonne nouvelle, un record historiquement bas du nombre de tués sur les routes en juillet. Les personnes commencent à comprendre qu'il faille rouler plus doucement, respecter le code de la route. Si on respecte le code de la route, on se respecte soi-même dans sa voiture et on respecte surtout les autres usagers de la route. Rien qu'en Gironde, environ 80 agents seront mobilisés pour des contrôles routiers ce week-end. Alors un seul conseil, restez prudents. C'était il y a 70 ans, le 15 août 1944. 10 semaines après le débarquement en Normandie, ce sont cette fois sur les plages du sud de la France que 450 000 hommes débarquent en Provence. Alors ce matin, dès 10h30, une première cérémonie nationale aura lieu au mémorial du Mont-Faron. Une autre commémoration dans la soirée accueillera les représentants de 19 pays africains aux côtés de François Hollande à bord du Charles de Gaulle. 200 anciens combattants français et étrangers ont été invités. Ces vétérans ont confié leur histoire à Alexandra Durand et Caroline Dieudonné qui nous font revivre cette journée décisive. 15 août 1944, le débarquement en Provence s'est lancé. Parmi les batailles les plus stratégiques engagées, la libération de Toulon, port clé de la région. Le combat est conduit par l'armée B du général Delattre de Tassigny avec l'aide de la résistance. Les Allemands résistent autour des très nombreuses batteries et des forts qui composent ce fameux camp retranché de Toulon. Les batailles sont dures, mais en même temps, cela démantèle les défenses allemandes. La stratégie du général Delattre, c'est d'aller le plus vite possible, d'où une bataille particulièrement violente. Le port bombardé à plusieurs reprises et détruit. 70 ans après, Jean-Paul Turc se souvient de l'attaque de son navire. On a été encadrés tout de suite. Ils nous ont arraché les aériens, les antennes, un bout de cheminée. Au sol, le 3e régiment des tirailleurs algériens avance vers la ville. Plus de la moitié des soldats participant à la libération de Toulon viennent d'Algérie, du Maroc ou encore d'Afrique de l'Ouest. J'étais en Algérie, mais on m'a toujours parlé de la France. On venait délivrer la France. Voilà. Oui, la France. Le 26 août au soir, Toulon est libéré. L'amiral allemand commandant de la base se rend le lendemain.
Édition spéciale à suivre dès 10h30 sur LCI. Et entre ces deux cérémonies, François Hollande et Manuel Valls se retrouveront pour une réunion de travail et un déjeuner au fort de Brégançon. Au menu, la croissance ou plutôt l'absence de croissance nulle au premier comme au deuxième trimestre en France. Une situation prévisible selon Cécile Duflot, c'est ce qu'a tweeté l'ancienne ministre de l'écologie. Et Cécile Duflot de rajouter, je cite, « Pourquoi continuer dans une mauvaise direction ?» Elle a été infectée dans le cadre de son travail. C'était en 1991. Une infirmière se fait vacciner contre l'hépatite B. Elle est ensuite atteinte de sclérose en plaques. La Cour d'appel administrative de Nancy a décidé que l'État devrait lui verser près de 2,5 millions d'euros. Le récit de Floriane Villebois et Christophe Buisine. Des millions d'euros pour réparer une vie brisée. La Cour d'appel administrative de Nancy a condamné l'État à indemniser une infirmière qui se bat depuis 23 ans contre la sclérose en plaques. Elle a été heureuse d'apprendre ce résultat parce que c'est le résultat de son combat, mais sa première réaction a été de dire jamais cette somme ne me ramènera ce que j'ai perdu. En 1991, l'infirmière se fait vacciner contre l'hépatite B, un vaccin obligatoire administré dans le cadre de son activité professionnelle. Quelques semaines plus tard, des troubles neurologiques apparaissent, les symptômes de la sclérose en plaques. Son état de santé se dégrade. En 1997, l'infirmière part en retraite anticipée. Jugé responsable, l'État est aujourd'hui condamné à lui verser 2 400 000 euros, une somme record pour ce type de litige. Il s'agit simplement de la réparation d'un préjudice, c'est-à-dire que cette indemnité, elle est en rapport avec le préjudice extrêmement important et extrêmement ancien de cette personne. Malgré cette condamnation, le lien entre ce vaccin et le développement de la sclérose en plaques n'est lui toujours pas établi par les scientifiques. Barack Obama lance un appel au calme alors que la ville de Ferguson dans le Missouri est toujours secouée par des violences. C'est la mort d'un jeune noir abattu par la police samedi dernier qui a mis le feu aux poudres. Le jeune homme n'était pas armé. Le président américain juge également que la police a la responsabilité d'être transparente sur ce qui s'est exactement passé alors que d'autres manifestations ont lieu dans le pays comme ici à Los Angeles. L'Irak est au cœur des débats en Europe aujourd'hui. Ce dossier fait l'objet d'une réunion d'urgence des ministres des Affaires étrangères européens à Bruxelles. En jeu, trouver un accord pour doper les fournitures d'armes aux Kurdes. Sur le terrain, la situation politique semble, elle, se débloquer. Le Premier ministre sortant abandonne le pouvoir après avoir tout fait pour rester à son poste. Nouri el-Maliki retire sa candidature alors que son successeur, Haïdar al-Abadi, a été désigné il y a 3 jours. Les deux hommes sont même apparus côte à côte lors de cette annonce retransmise à la télévision. Cette décision a été qualifiée de grand pas en avant par la conseillère à la sécurité nationale de Barack Obama. Et dans un communiqué publié sur Twitter, Al-Qaïda dans la péninsule arabique appelle les islamistes à attaquer les États-Unis. L'État islamique a pourtant été renié par Al-Qaïda qui le considère comme trop radical. Eux ne s'en sont pas pris à l'Amérique, mais se sont fait remarquer au Royaume-Uni en pleine journée à la vue de tous dans une rue très fréquentée de Londres. C'est la stupéfaction. Des islamistes extrémistes ont diffusé des tracts en faveur de l'État islamique. Les détails avec Marie Bello. Sur les réseaux sociaux, les internautes n'en reviennent pas. Des extrémistes musulmans recrutent sans crainte dans l'une des rues les plus animées de Londres. Sur les flyers, un appel à prêter serment au calife Abou Bakr al-Baghdadi, le chef islamiste qui conduit aujourd'hui l'avancée meurtrière des djihadistes en Irak. J'ai fui l'Irak à cause de la guerre. Je vis aujourd'hui dans un pays libre, mais ces extrémistes ne respectent rien. Ils abusent du système et de la démocratie pour exprimer des idées totalement opposées à celles-ci. Ils appellent au meurtre. Selon un quotidien anglais, ces hommes seraient membres des Woolwich Boys, des djihadistes issus de gangs formés dans les quartiers est de la capitale anglaise et menés par un imam radical, Anjem Choudary. Il a reconnu que ces recruteurs étaient ses élèves. Je n'étais pas au courant de cette distribution, mais en tant que juriste, je ne vois rien d'illégal dans ce tract.
Je ne vois rien dont les autorités devraient être alertées. La glorification d'actes terroristes est un crime en Angleterre. Scotland Yard a saisi les tracts. À Londres, l'inquiétude grandit face à la multiplication des messages pro-État islamique. La semaine dernière, un drapeau semblable à ceux des djihadistes flottait à l'entrée d'une cité de la capitale. La trêve tient toujours au Proche-Orient, cessez-le-feu prolongé de 5 jours, les armes se testent à nouveau et les négociations entre Israéliens et Palestiniens pour une paix durable sont toujours en cours au Caire. L'Afrique de l'Ouest, toujours en proie au virus Ebola. Hier, l'OMS a annoncé que l'ampleur de l'épidémie était largement sous-évaluée. L'Organisation mondiale de la santé tire la sonnette d'alarme face à un virus qui ne cesse de s'étendre. Selon un dernier bilan, l'épidémie a fait un peu plus de 1000 morts sur 1975 cas confirmés et probables en Guinée, au Nigeria et en Sierra Leone. Le pape François est en Corée du Sud, devant 45 000 fidèles rassemblés dans un stade à une centaine de kilomètres de Séoul. Le souverain pontife a célébré la messe de l'Assomption. Dans son homélie, il a prononcé un discours virulent contre les affres de la société de consommation, responsable à ses yeux du cancer du désespoir. Une messe qui était aussi célébrée en mémoire aux centaines de personnes mortes dans le naufrage d'un ferry en avril. À suivre sur LCI, le Tout Image Sport de Thierry Coiffier.